faire ce matin, mais c'est vrai que j'avais peut-être un petit peu bousculé l'emploi du temps. Je m'étais dit, on va finir le cours et puis on fera les exercices après. Et en fait, je me suis rendu compte que les exercices sur lesquels je voulais travailler, on pouvait les faire dès maintenant. Et on terminera le cours demain à ce moment-là. Ça ne veut pas dire que le cours de demain, il n'y aura pas d'exercice, mais en fait, ils sont plutôt intégrés au cours. Donc, une feuille de TD, et c'est pareil, je me suis rendu compte que ce n'était pas tout à fait ce que j'avais prévu au départ, parce qu'en fait, il y a 4 exercices. Le 4e, vous pouvez le faire, hein, c'est en plus, je ne pensais pas le mettre au départ, qui s'est accroché là au wagon. Donc, on va corriger les 3 exercices de la feuille, et puis si ça vous intéresse, vous pouvez toujours faire le suivant en complément. Donc, l'exercice 1, on donne une fonction. Il faut déterminer le domaine. Et ensuite, on travaille sur ce qu'on appelle les fonctions partielles. Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans le cours la dernière fois. Et déterminer les dérivées partielles. Pas de grosses difficultés sur ce premier exercice. Donc, la première question, déterminer le domaine, c'est-à-dire déterminer le plan, dans le plan, pardon, les points du plan pour lesquels la fonction existe. Je vous rappelle ce qu'on avait vu dans le cours l'autre jour, c'est qu'il faut avoir une représentation de ces fonctions de 2 variables comme dans l'espace, c'est-à-dire que les variables x et y sont dans le plan, on peut les voir à plat, et puis la hauteur, le z en fait, c'est le f de x, y, et qui est variable, qui dépend de x et de y. Donc, pour cette fonction-là, on voudrait savoir quand est-ce que la fonction est bien définie. Comme il y a un ln, évidemment, il va falloir que le terme qui est à l'intérieur soit strictement positif. Donc, c'est défini quand 2x plus x carré plus y carré est strictement positif. C'est pas facile d'essayer de déterminer le domaine auquel ça peut correspondre. Alors, ce que je vais faire, je repère que le 2x plus x carré, ça me rappelle le début d'une identité remarquable. Quand j'ai x carré plus 2x plus 1, en fait, c'est le développement de x plus 1 au carré. Donc, je vais rajouter ce 1 ici, et forcément, pour que ça reste la même inégalité, je rajoute 1 de l'autre côté. Et ce qui fait que cette partie-là, quand je rajoute 1, je peux reconnaître ici, en regroupant les termes, le développement de x plus 1 au carré. Alors, pourquoi ça c'est intéressant? C'est un petit peu une intuition. C'est parce que x plus 1 au carré plus y au carré, sauf que j'ai oublié, il y a une racine normalement par-dessus, mais si je remets une racine, c'est la distance par rapport au point moins 1, 0. C'est un calcul de distance quand on met une racine. J'aurais peut-être dû le rajouter, j'ai oublié. Ou alors, on peut dire que c'est une distance au carré. En tout cas, on veut que cette distance au carré soit plus grande que 1. L'avantage, c'est que ça revient au même que dire que la distance est plus grande que 1. Alors, j'ai représenté le point dans le plan, le point moins 1, 0. Il est ici. Et je voudrais déterminer les points du plan, ça va être mon domaine D, tel que la distance à ce point-là, moins 1, 0, soit plus grande que 1. Donc, j'ai déjà représenté un petit cercle qui représente les points tels que la distance est égale à 1. Et ce que je veux, c'est les points tels que la distance soit plus grande que 1, c'est-à-dire qu'ils sont au-delà de ce cercle. C'est-à-dire quelque chose comme ça. J'ai hachuré en rouge tous les points tels que la distance par rapport au point moins 1, 0 était plus grande strictement que 1. Donc, le domaine qui nous intéresse, c'est le domaine qui est hachuré en rouge. Comment est-ce qu'on va le décrire? On peut le décrire par une phrase en disant que ce sont les points qui sont extérieurs au disque de centre moins 1, 0 et de rayon 1. C'est un petit peu long à écrire. Si je l'écris sous forme plus mathématique, mais c'est moins explicite, c'est vrai, ce sont les points du plan tels que la distance au carré est plus grande que 1 par rapport au point moins 1, 0, c'est-à-dire x plus 1 carré plus y carré plus grand que 1. Donc voilà le domaine. Donc déterminer le domaine, soit par une phrase avec cette histoire de disque, on doit être à l'extérieur du disque, ou alors tout simplement en faisant une représentation ici
en assurant les points qui nous intéressent. Ça, c'est le domaine, c'est réglé. La deuxième question, on va fixer x égale à moins 1 et donner l'expression de la fonction qu'on obtient ainsi. Alors, si je fixe le x, il n'y a plus que le y qui est variable. Quand je fixe x égale à moins 1, dans l'expression, je vais avoir moins 2 ici, plus 1, moins 2 plus 1, moins 2 plus 1, ça fait 1. Donc, si je reviens à mon calcul, moins 2 plus 1, c'est moins 1. Donc, on va avoir ln de y au carré moins 1. Est-ce que ça va pour tout le monde, hein? Je repars d'ici. Moins 2 plus 1 moins 1 plus y carré. Donc ça, c'est la fonction. C'est la fonction partielle quand on a fixé x égale à moins 1 et il n'y a plus que le y qui est variable. Alors, ce qui est important, c'est quand même de déterminer son domaine. Alors, on les avait appelés IY et puis JX dans le cours. C'est un petit peu abstrait et théorique. Concrètement, c'est quoi le domaine de cette fonction? Si on regarde, il faut que y carré moins 1 soit strictement positif, c'est-à-dire y carré strictement plus grand que 1. Y carré strictement plus grand que 1, donc le domaine, je le note comme on l'a vu dans le cours, J indice moins 1, ça veut dire que soit y est plus grand que 1, soit y est plus petit que moins 1. Faites attention, c'est une partie qui est souvent oubliée. Graphiquement, ça fait quoi? Je reprends le domaine qu'on avait représenté tout à l'heure. Et dans ce domaine, je bloque x égale à moins 1. Donc ici. Et x égale à moins 1, c'est toute la droite que j'ai représentée en bleu. Et les y qui m'intéressent, c'est les y qui sont à la fois des points qui sont sur la droite bleue, mais tout en restant dans le rouge. C'est pour ça que ma droite, je ne l'ai pas représentée sur la partie qui était à l'intérieur du disque. Donc, le domaine, on repère bien, ce sont toutes les valeurs qui sont strictement plus petites que moins 1 pour le y, ou strictement plus grandes que 1. Donc, on voit bien qu'il y a une intersection entre la droite x égale moins 1, que j'ai tracé ici en bleu, avec le domaine qu'on avait assuré en rouge tout à l'heure. Donc ça, c'est le domaine pour la fonction partielle qui correspondait à x égale moins 1. Sur le même principe, on vous demande ensuite, quand y est égal à 1, de trouver la fonction partielle, mais attention, ici, c'est le x qui va rester variable. Quand y égale 1, je remplace, j'ai 2x plus x carré plus 1. Donc, la fonction partielle, c'est ln de x carré plus 2x plus 1, si je le mets dans un sens ou dans l'autre. Et ici, je reconnais une identité remarquable, c'est x plus 1 au carré. X plus 1 au carré, si vous voulez, vous pouvez sortir le carré sous la forme de ln de x plus 1. Mais attention, le x plus 1 ici, je le mets en valeur absolue. Parce que dans l'expression qui est là, rien n'interdit que x plus 1 soit négatif. Parce que quand je vais mettre au carré, ça va devenir positif. Mais si je sors le carré, évidemment, il faut signaler qu'on ne s'intéresse qu'aux termes qui sont positifs, c'est-à-dire valeur absolue de x plus 1. Bien, arrivé là, je regarde quelles sont les valeurs interdites. Comme j'ai mis la valeur absolue, on est à peu près tranquille pour ce qui est du signe. Donc, il n'y a plus qu'une seule valeur interdite. C'est le moment où x est égal à moins 1. C'est la valeur qu'il faut enlever. Donc, le domaine, c'est tout pour les x, sauf moins 1. Graphiquement, ça nous donne ce que j'ai présenté ici en violet. Donc, j'ai bloqué y égale 1. Quand je bloque y égale 1, j'ai une droite ici, la droite y égale 1. Et simplement, cette droite, il faut qu'elle reste dans le domaine rouge. Alors, elle reste pratiquement tout le temps, sauf ici, il faut qu'on enlève le point qui correspond à l'intersection avec le disque, puisque le disque noir, lui, le cercle noir, lui, il était exclu. Et tout l'intérieur, donc tout le disque était exclu aussi. Donc, on voit bien que l'intervalle qui nous intéresse, c'est tout jusqu'à moins 1 exclu, et ensuite de moins 1 jusqu'à plus l'infini. Donc, tous les x qui correspondent à ces points-là, sauf, évidemment, le point qui touche le cercle. Voilà pour cette partie.
La dernière chose, c'est déterminer les dérivées partielles. C'est pas très compliqué. C'est impressionnant la première fois quand on le fait dans le cours, mais en fait, c'est pas compliqué du tout. Je prends ma fonction, je la recopie, il faut que je prenne la dérivée partielle par rapport à x et par rapport à y. Je reconnais dans les deux cas de toute façon une expression de la forme ln de u. Donc, je dois dériver ln de u sous la forme u' sur u. Alors, quand je dérive par rapport à x, ou que je dérive par rapport à y d'ailleurs, ben, de toute façon, le u, c'est le même. Donc, je sais que dans les deux cas, j'aurai une expression de cette forme-là. Dans le premier cas, quand je dérive par rapport à x, ici, le 2x, ça va me faire 2. Le x carré, ça va me faire 2x. Et le y carré, ça fait 0. Ah, j'ai mis la suivante aussi. Donc, on a bien en haut 2 plus 2x. Et si je dérive par rapport à y, mon u', le 2x, ça fait 0, c'est une constante. Le x carré aussi. Il ne me reste que le y carré à dériver par rapport à y, ce qui me fait 2y. Voilà pour les dérivées partielles. Donc, ça fait un petit peu peur au départ, mais en fait, c'est rien de compliqué. Il suffit de bloquer, de voir qu'on bloque ici pour dériver par rapport à x. Je bloque les y, c'est-à-dire je les considère comme des constantes. Et ce qui devient variable, c'est le x. Donc, comme dès que j'ai une constante, la dérivée, quand il est toute seule, ça fait 0. Voilà, on a terminé l'exercice 1. Je peux répondre à des questions si vous en avez avant de passer à la suite. Et je crois qu'il était assez simple, il était pas mal pour se mettre en jambe, pour appliquer vraiment les résultats du cours. L'exercice 2, on en a fait un du même style dans le cours, c'est ce qu'on appelle les équations dérivées partielles, c'est-à-dire retrouver des sortes de primitives de fonctions de deux variables. Donc on donne les deux dérivées partielles et il faut recomposer la fonction elle-même. De la même façon que quand on vous donne une dérivée et que vous recomposez la fonction, c'est un calcul de primitive. Et ça, c'est quand on n'a qu'une seule variable, on n'a qu'une dérivée. Bien, donc c'est parti pour cet exercice 2. Je donne les deux équations et on veut chercher la fonction f, donner l'allure de la fonction f. En fait, il n'y a pas qu'une seule possibilité. On se doute bien qu'il y a des histoires de constantes qui vont apparaître. On avait dit dans le cours, on prend l'une des deux équations et on essaye d'intégrer. Alors, sur les deux équations, je trouve que la deuxième, elle est plus simple. Surtout pour intégrer par rapport à y, parce que là, le x est une constante. Donc, cette équation 2, là, elle est de la forme lambda e puissance u. Alors que l'équation 1, elle était plutôt de la forme une fonction v e puissance u. Donc, elle était plus difficile par rapport à intégrer par rapport à x. Donc, je vais prendre plutôt la 2, que je vais intégrer par rapport à y, en bloquant le x. Donc, ça, c'est une constante, le x. Et j'ai quelque chose de la forme e puissance u. Là, je me dis, oh là là, il faudrait que j'ai u' devant. Mais j'ai u', parce que si vous dérivez ça par rapport à y, le x fait 0, la dérivée de y, c'est 1. Donc, c'est en fait, tout simplement, c'est du e puissance y, pour intégrer par rapport à y. Donc, on va avoir la constante ici, elle ne change pas, la constante multiplicative, et ma primitive de ex plus y, c'est ex plus y. Si vous redérivez ça, vous voyez bien qu'on retombe exactement là-dessus. Simplement, il ne faut pas que j'oublie que je dois rajouter d'éventuelles constantes. Alors attention, une constante par rapport à y. Et cette constante, en revanche, elle a le droit de dépendre de y. Maintenant que j'ai ce résultat-là, la démarche, c'est de dériver ce qu'on vient d'obtenir par rapport à x. Donc, je reprends ce truc-là pour ensuite comparer avec le 1 ici, la relation 1 qui était au-dessus. Donc, je prends ce résultat-là et je dérive par rapport à x. Donc, on va avoir ici, attention, il y a du x là et du x dans l'exponentielle. Donc, je vais avoir quelque chose de la forme u'v plus uv'. Donc, u', ça fait 1, v, e, x plus y, ça c'est fait, plus u, je recopie le x, et v', je recopie le x plus y, parce que quand je dérive, ça donne la même chose par rapport à x. Quand vous dérivez ça par rapport à x, c'est du e puissance u, et le u' est égal à 1. Donc ça, c'est bon, j'ai dérivé toute cette partie-là par rapport à x, et je n'oublie pas de dériver la fonction k. Donc, quand on dit que c'est une constante ici
et qu'elle ne dépend pas de y, c'est une chose, mais en plus, il faut que cette fonction soit dérivable par rapport à x, puisque au final, la fonction f qu'on veut obtenir ici doit être une fonction dérivable par rapport à x et par rapport à y. Alors, quand on est arrivé là, on a deux expressions, en fait, de la dérivée par rapport à x. On va devoir les comparer. Je reprends ce qui était là ici. Je factorise ici par l'exponentielle, ce qui va me donner quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qui est là. Quand je refactorise par l'exponentielle, je retrouve bien le 1 plus x, e puissance x plus y. Et puis, il y a le k' qui traîne là. Donc, si je compare, je reviens à nouveau là, avec l'expression 1, en fait, on obtient quoi? On obtient tout simplement que k' doit faire 0. Si k' de x est égal à 0, ça veut dire que la fonction k est une constante, non seulement par rapport à y, mais aussi par rapport à x. Donc, une vraie constante, ce qu'on appelle une constante en général, qui ne dépend ni de x, ni de y. Donc, la fonction qui m'intéresse, elle est sous cette forme-là. Donc, quand j'écris ça en prenant toutes les constantes k possibles, j'obtiens une infinité de fonctions qui fonctionnent, c'est-à-dire qui correspondent aux deux équations, toujours définies à une constante. Voilà pour cet exercice. Donc, très proche de ce qu'on avait vu dans le cours l'autre jour, vraiment une application directe sur équations et dérivées partielles. Alors, je vais passer à l'exercice 3. À l'exercice 3, on va s'intéresser à la notion de minimum, maximum. Donc, quand je dis minimum, maximum, c'est toujours local. Alors, on vous donne une fonction, on vous a donné la représentation graphique ici. Ce que je vais faire, c'est que je l'ai préparée. La représentation graphique, je l'ai obtenue grâce à Python. Je vais la reprendre. Donc, voilà ma fonction Python. J'ai rentré ici ma fonction f de deux variables x et y. C'est la fonction de tout à l'heure. Et ça, c'est la représentation graphique. Je lance le truc. Hop. C'est un petit peu long, il faut que ça se calcule. Et normalement, on doit obtenir une belle image. La même que vous avez sur l'énoncé du TD. Alors, pas forcément tourner de la même façon. Mais c'est la même. Regardez, elle tourne, elle pivote. Je la pivote. Donc, on voit apparaître les valeurs les plus basses. Elles sont négatives, apparemment. J'ai des valeurs négatives en dessous du 0 ici. Elles sont bleues. Et puis, les valeurs les plus hautes, elles apparaissent en rouge. C'est comme les températures. Le plus bas, donc c'est froid, c'est bleu. Et le plus haut, c'est chaud, c'est rouge. Et vous avez ici les x, donc qui varient de -2 jusqu'à 2 pour le graphique, et les y de -2 jusqu'à 2 aussi. On ne les voit pas très bien, les y. Voilà. Là, on a une meilleure perspective. Donc, le 0 du x est là, les x varient ici, et les y varient là avec un 0 par ici. Donc, le point 0, 0, ben, il est un petit peu caché là, il est sous la partie bleue. Et en hauteur, ce qu'on voit apparaître en hauteur, ce sont les z, c'est-à-dire à chaque fois, c'est f de x et y. Donc, c'est important d'avoir vraiment une représentation dans l'espace de ces fonctions-là. Je vais la mettre un petit peu de côté pour le moment. Voilà, on garde une représentation, vous en avez une trace, vous, sur votre document. On veut calculer les dérivées partielles de cette fonction, et puis ensuite trouver ce qu'on appelle les points critiques, c'est-à-dire là où les dérivées s'annulent, c'est-à-dire où peut-être j'ai un maximum ou un minimum. Et toute la suite du travail, ça va être de vérifier qu'on a ou pas un minimum ou un maximum. Alors, c'est parti pour calculer les dérivées partielles. Ça, c'est du calcul pur. Comme la fonction est de type polynomial, à la fois en x et en y, tout se dérive bien, il n'y a pas de difficulté. On peut dire comme ça rapidement qu'on a une fonction qui admet des dérivées partielles, et même ces dérivées partielles sont continues. Donc, une fonction de classe C1, de façon purement intuitive, tout simplement en disant, comme j'arrive à les calculer, elles existent. Alors, c'est parti pour la dérivée par rapport à x.
et ensuite par rapport à y. Donc, quand je dérive ça par rapport à x, le x4 fait 4x3, le y4 fait 0. Et ici, quand je dérive par rapport à x, c'est de la forme, donc il y a le moins devant. Ensuite, u au carré. Pour dériver u au carré, j'ai 2, u' qui fait 1 quand je dérive par rapport à x, et je multiplie par u. Quand je dérive par rapport à y, le x4 fait 0, le y4 fait 4y3, le moins, je le mets devant, mais il va se produire ici dans la dérivée. Quand on a u au carré, le 2 descend, et ensuite j'ai u' qui apparaît. Mais le u', c'est la dérivée de ça par rapport à y. Donc il y a un petit moins ici, le moins 1 qui se colle avec le moins qui était devant, pour faire un plus. Donc la dérivée par rapport à x, la dérivée par rapport à y. Ça c'est fait. Question suivante, montrer qu'il y a 3 points critiques, c'est-à-dire des points où les deux dérivées partielles s'annulent simultanément. Il s'agit donc d'écrire que ces deux résultats s'annulent. Je cherche mes points critiques, ça veut dire que ça fait 0, ça fait 0. J'espère que je vais pas oublier, non, c'est bon. Je simplifie un petit peu, je peux simplifier par 2 de chaque côté. J'ai donc 2x au cube qui fait x moins y et 2y au cube qui fait moins x moins y. Et là, je constate qu'on a deux valeurs qui sont opposées. C'est-à-dire qu'on va avoir x au cube égale moins y au cube. Je l'ai mis de côté pour essayer de comprendre la situation. Des nombres qui sont opposés au cube sont opposés tout simplement. Alors, mon équation, finalement, mon système d'équations ici, si je remplace x par moins y par moins x, c'est la même chose. Si je remplace ici y par moins x, je vais avoir 2x. Et ici, je vais avoir moins 2x, c'est-à-dire 2y. Donc, on a 2x pour la première équation, 2y pour la deuxième. C'est-à-dire, ici, quand je simplifie par 2, x au cube égale x. Ça veut dire soit x égale à 0, ou alors je simplifie en x carré égale 1. Et pareil pour la deuxième équation, y égale 0 ou y carré égale 1. Mais j'ai oublié, il faut que je rajoute, que ça marche avec x égale moins y. En fait, ces deux résultats-là, je les ai obtenus grâce à cette équation. Donc en fait, on n'a pas que deux équations à écrire, mais ici 3. Et ce x égale moins y ici, ça va limiter toutes les possibilités. Alors, les points critiques. Si je prends x égale 0, alors en fait, la deuxième ligne, elle ne sert plus à grand-chose une fois que je sais que y égale moins x. Si j'ai x égale 0, forcément y, c'est l'opposé, c'est 0. Quand j'ai x au carré égale 1, soit x fait 1, soit x fait moins 1, et à chaque fois, y, c'est l'opposé. Donc 1 moins 1 ou moins 1, 1. Voilà mes 3 points critiques. Donc ces 3 points critiques, ça va correspondre, je vais y arriver, à un maximum ou un minimum. Alors ce qu'on nous demande, c'est ensuite d'étudier f de x0 et f de xx pour essayer de repérer ce qui se passe autour du point 0, 0. Donc graphiquement, il faut prendre le point 0, 0, on va essayer de le voir vu de dessus. Si j'arrive à tourner sans que ça devienne la folie, voilà. C'est le point qui est ici. Et 0, il est par là, et 0, il est par ici. Donc le point 0, 0, il est là, il est bleu, donc c'est vraiment une valeur faible. Ça pourrait être un minimum, mais il y a plus bleu que lui. Il y a les deux grosses taches bleues ici, qui vont être encore plus du minimum. Donc le point qui est là, il va pas être franchement un minimum. Est-ce que ça pourrait être un maximum? Ben, en tout cas, pour que ce soit très local, parce qu'il y a beaucoup de valeurs au-dessus, il y a des valeurs rouges. Si j'essaye de faire tourner ça un petit peu, reviens par là. Hop, ah c'était bien là. Ici, on voit en fait que le point 0, 0, là, il est en hauteur. Donc, ça correspond effectivement à un truc un petit peu haut, mais tout autour, on va quand même trouver des valeurs qui vont être à la fois plus grandes et plus petites. Il va avoir du mal à garder son statut et de maximum et de minimum. Alors, je ne sais pas si vous arrivez vraiment à le repérer. C'est pas très, très facile, parce que il se cache. Quand on essaie de faire tourner ça,
Voilà, donc il a des valeurs en dessous et des valeurs au-dessus de chaque côté. C'est ce qu'on va essayer de montrer. Donc, avec la démarche qui vous est proposée, c'est de dire, on va prendre les x0, c'est-à-dire je vais bloquer y à 0. Et je vais calculer f de x est 0 en bloquant y à 0. Donc, ça c'est mes x, ça c'est y égale 0. Je vais travailler sur une ligne qui est là. Et je vais regarder l'allure que ça a quand je travaille sur une seule ligne. C'est parti, en calculons f de... Non, c'est pas celui-là. C'est petit. F de x est 0, je remplace, j'obtiens x4 moins y au carré, il n'y a plus de... moins x au carré, il n'y a plus de y. Si je factorise un petit peu, ça fait x2 fois x carré moins 1. Et puis, on nous demande aussi de travailler sur xx. Alors, xx, ça veut dire y égale x. Y égale x, c'est une droite qui est là. Et on va travailler suivant cette droite y égale x pour voir l'allure que ça a. Ça me fait 2x4. Quand je simplifie le calcul, ils ne sont pas compliqués à simplifier les calculs. On voudrait savoir si ça c'est positif ou négatif. Pour savoir si le point 0, 0 correspond à un maximum ou un minimum. Je dis ça parce que le point 0, 0, son image, c'est 0, 0. Je le rappelle ici. Alors, quand x est non nul, mais quand même proche de 0, si je regarde le signe de tous les trucs que j'ai calculés ici, le x0 là, ça c'est positif. Mais ça, x carré moins 1, quand x est proche de 0, par exemple entre moins 1 et 1 tout simplement, ben, x carré moins 1 va être négatif. Donc, pour une valeur proche de 0, ce f de x0 est négatif. En revanche, le f de xx, qui est 2x4, lui, il est forcément positif. Donc, par rapport au point 0, 0, il y a des valeurs en dessous et des valeurs au-dessus, pas loin de lui. Donc, ça veut dire, ce que je reprends ici, il y a des valeurs en dessous et des valeurs au-dessus. Donc, ce 0, 0 ne correspond ni à un minimum, ni à un maximum, puisqu'il y a des valeurs de part et d'autre, et au-dessus et en dessous. Alors, c'était un point critique, c'est-à-dire un bon candidat pour être un maximum ou un minimum, mais c'est ni l'un ni l'autre. Il n'y a pas d'extrémum local à ce point-là. Donc, point critique, ça veut dire ça, hein, ça veut dire candidat, mais après, il n'est pas forcément élu. Alors maintenant, la question 4, hein, on va essayer de savoir s'il y a un minimum ou un maximum pour les deux autres points critiques qu'on avait trouvés tout à l'heure, qui étaient moins 1, 1, est-ce que je les retrouve ici? Voilà, 1, moins 1 et moins 1. Donc, on nous propose de calculer autour de 1 et moins 1. Donc, je prends H et K des valeurs, si possible, petites, et je vais regarder ce qui se passe quand je prends des valeurs autour du point 1, moins 1. Donc, 1 plus H et moins 1 plus K restent autour de 1, moins 1. Et je vais travailler par soustraction. Je vais comparer un point avec le point 1, moins 1. Donc, je vais faire la différence entre les deux et regarder si le résultat est positif ou négatif. Quand on regarde ce qu'il faut montrer ici, il faut qu'on obtienne quelque chose. Il n'y a que des carrés, donc ça va être positif. Voilà l'objectif. C'est-à-dire de prendre cette différence-là, de tout développer, tout simplifier, et ensuite ne récupérer que des termes positifs. Donc, il va falloir faire le calcul. Ça, c'est hyper calculatoire et désagréable. Donc, on se lance tranquillement. Je veux faire ce calcul-là. Alors, ça fait x4 plus y4, normal, moins, on avait x moins y, le tout au carré. Quand je fais x moins y, j'ai 1 moins 1 moins 1 qui fait 2, h et moins k. Tout ça au carré. Donc, cette première partie-là, c'est f de 1 plus h moins 1 plus k. Ensuite, je calcule f de 1 moins 1, c'est plus facile. Ça fait 1 au carré, 1 au puissance 4, moins 1 puissance 4, et la différence, donc 2 au carré, 4, moins 4. Il faut que j'arrange un petit peu ce calcul-là. Alors,
j'ai simplifié, vous voyez en violet ici, c'était facile. J'ai 1 et 1, ça fait 2, 2 moins 4, ça fait moins 2, avec le moins devant, ça fait plus 2. Ça, c'était tranquille. Le reste est beaucoup plus délicat. Les puissances 4, j'ai hésité en me disant, j'essaie de faire des factorisations malignes ou des choses comme ça. Et finalement, le mieux, c'est de développer comme... Il y a quelqu'un qui appelle au secours? Quelqu'un a un souci? Non, je ne vois rien. Alors, je reviens à mon histoire. J'ai dit que j'allais développer, allons-y, on développe comme des bourrins, les 1 plus h puissance 4. Alors, développer, ça veut dire je passe au triangle de Pascal, j'écris tout mon petit triangle, et c'est parti avec la formule du binôme, avec la ligne du 4 ici, 1, 4, 6, 4. Pour développer ça, donc on va avoir la puissance, j'ai pris la puissance 0 sur h, la puissance 4 sur 1. Et mon coefficient, c'est 1. Ensuite, puissance 1 en h et puissance 3 pour 1, 4h. Puissance 2 en h, puissance 2 pour 1, 6, le 6 qui est là, 6h carré. Puissance 3 en h, puissance 1. Je monte sur les h et je diminue sur le 1. Puissance 3 en h, puissance 1 pour le 1, 4h au cube. Et puissance 4 pour le h, puissance 0 pour le 1, h4. Donc ça correspond à ce premier développement. Je fais la même chose pour l'autre, c'est un peu plus délicat parce qu'il y a un moins 1. Ça nous fait réviser la formule du binôme, je trouve que c'est pas mal. Alors, je pars puissance 0 pour le k et puissance 4 pour le moins 1. Donc ça me fait 1. Avec le coefficient 1, c'est bon. J'augmente pour le k, donc puissance 1 pour le k et puissance 3 pour le moins 1, ce qui me fait moins k, et avec le 4, moins 4k. J'augmente puissance 2 pour le k et puissance 2 pour le moins 1. Donc j'ai un plus, k au carré, et le 6 qui est là, plus 6k au carré. Puissance 3 pour le k et puissance 1 pour le moins 1, j'ai moins k au cube et le 4 qui est là. Et je termine avec la puissance 4 pour le k, la puissance 0 pour le moins 1, donc k puissance 4 avec le coefficient 1. J'ai développé la deuxième formule du binôme. Ok, jusque-là, ça va. Il me reste le truc qui était au milieu, là, le 2 plus h moins k, le tout au carré. Alors, on s'est bien développé a plus b au carré, mais a plus b plus c au carré, c'est un petit peu fastidieux, donc on n'a pas d'identité remarquable pour ça, pas à connaître par cœur. Donc, j'ai mis ça en deux morceaux, j'ai dit que c'était 2 plus h moins k. Et maintenant, c'est de la forme a plus b au carré, donc je développe en laissant le moins devant. A carré, ça fait 4. B carré, h moins k au carré. Et mon double produit, 4, h moins k. Donc, je détaille beaucoup les calculs, c'est un exercice de calcul. Après, vous pourrez les refaire chez vous tranquillement. Vous avez tous les résultats et je vous incite vraiment à reprendre les calculs et voir si vous ne vous trompez pas dans les signes en particulier. Et le petit bout qui restait là en violet, donc plus 2. Ok, quand on a ça, on va essayer de voir déjà ce qui peut se simplifier. Je crois qu'il y a des termes qui se simplifient. Les nombres, ceux qui n'ont ni h ni k. J'ai 1, plus 1, ça fait 2. Avec le 2 d'ici, ça faisait 4. Et comme là, il y a un moins 4, ben ça disparaît. Est-ce que j'ai d'autres choses qui disparaissent? Un petit peu. Le 4h d'ici, là-dedans, j'ai 4h. Quand je développe, je le vois bien. Et comme il y a un moins devant, ben ce 4h qui est là se simplifie en bleu avec le h d'ici. Et en bleu plus foncé, j'ai moins 4k ici. Là, j'ai moins 4k aussi dans ce développement. Et comme il y a un moins devant, ça me fait un plus, donc ils disparaissent. Bon, on va essayer de faire le ménage, voir ce qui reste. Il nous reste donc ici 6h carré, je les descends. 4h cube, je les descends. h4, je mets là. De l'autre partie verte, 6k au carré, je le descends. Moins 4k au cube, je le descends. K puissance 4, je le descends.
Ok, dans cette partie qui était ici, ben, il me reste plus grand chose, il me reste que le terme du milieu ici, parce que le 4 a disparu et le 4 h-k aussi. C'est h-k au carré. Je vais le développer avec une identité remarquable. Mais comme j'ai un moins devant, je vais changer tous les signes au fur et à mesure. Donc quand je développe, je vois h carré qui apparaît, moins h carré, plus k au carré, moins k au carré. Le double produit, c'est un moins 2hk, et avec le moins du devant, plus 2hk. Ok, je regarde bien tout ça. Est-ce qu'il y a des choses qui se simplifient? Un tout petit peu. Je vois que le 6h carré va se simplifier avec celui-là, j'en aurai 5. Et le 6k au carré va devenir 5k au carré. Ce qui me donne, une fois que j'ai simplifié, mais il n'y avait pas grand-chose à simplifier, l'expression suivante. Donc, je vous la relis pas, elle est là. Bien, ça, l'objectif, c'était de montrer que notre résultat, là, qu'on vient de développer, c'est égal à ça. Alors, soit j'essaye de refaire des factorisations dans le résultat qu'on a obtenu, ou alors je me dis, allez, je suis en forme, je développe tout, et je développe tout ce truc-là à fond, et j'essaye de voir si ça marche, en croisant les doigts. En croisant les doigts, ça marche. Allez, c'est parti. D'autre part, donc je prends l'autre terme, et je développe, et je vais voir si ça se rejoint. Donc, on creuse le tunnel des deux côtés. Bien. Pour développer ça, j'ai plusieurs identités remarquables. Ici, elle est facile, hein, h carré, k au carré, 2kh, en rose, facile. Ici, je développe le 2 plus h au carré, ce qui me fait normalement 4. Ensuite, je vais avoir h carré, et ensuite, le double produit, 4h. Mais tout ça est multiplié par h carré. Donc, le 4 devient 4h carré, le h carré, h4, et le double produit 4h, 4h au cube. Même principe pour la partie que j'ai signalée en vert ici. Quand je développe ça, je vais multiplier à chaque fois par k au carré. Donc, le 4, le 2 au carré, il se multiplie par k au carré. Ensuite, j'ai pris le k au carré, multiplié par k au carré, puissance 4. Le double produit, moins 4k, fois k au carré, moins 4k au cube. Donc, les voilà tous. Je vais essayer de regrouper ceux qui se regroupent, de simplifier éventuellement des choses. Je dois retrouver exactement la même chose qu'au-dessus. Hein. C'est parti. Les h carrés, j'ai simplement regroupé les h carrés. Celui-ci avec celui-là, ça m'en fait 5. Ensuite, les h au cube, il n'y avait que ceux-là. Je les ai notés là. Et les h4, ils proviennent du violet d'ici. Les k au carré, j'en avais un là et 4 ici. Donc, en tout, j'en ai bien 5. Les k au cube, j'ai le moins 4k au cube qui est là que je ramène. Le k puissance 4, il est là, je le ramène ici. Et le 2kh, je le mets à la fin, c'est juste pour faire joli, pour que ça ressemble à la ligne du dessus. Et là, on voit bien qu'on a exactement la même chose, terme à terme, aucun problème. Donc, ce qu'on nous proposait de calculer, là, cette soustraction, cette différence ici, c'est égal à ce truc-là, tout factorisé avec des carrés partout. Ah, enfin, donc, la partie calculatoire est terminée. On peut conclure parce que ça, c'est positif, ça, c'est positif, ça, c'est positif. Ça signifie que, par différence, hein, cette différence ici étant toujours positive, cette différence étant toujours positive, on a bien le f de 1 plus h moins 1 plus k plus grand que le f de 1 moins 1. Je passe de l'autre côté de mon inégalité. C'est-à-dire, ça c'est pour tout h et pour tout k. Pourquoi on a pris des h et des k? En fait, le 1 plus h représente tous les x possibles et le moins 1 plus k représente tous les y possibles. Donc en fait, pour toutes les valeurs dans f, on a l'image de xy qui est toujours plus grande que l'image de 1 moins 1. Ça signifie, où est-il? Là. Si je le tourne, hop, 1 moins 1, faut que je remette là. Voilà. Mes x sont ici. Non, c'est pas, ils sont pas ici du tout, c'est le bazar. Oh là, je l'ai retourné. Très bien. Les x sont là, voilà. Alors, si je veux
soulever ici, vous voyez le point bleu. Le point bleu, nous, on travaille avec le point 1 moins 1. Donc 1 pour x et moins 1 pour y. 1 pour x moins 1 pour y, ça correspond. Donc 1 pour x ici et moins 1 pour y là, c'est ce point bleu qui est ici. Et il est bleu, il est bien profond. Si je remonte un peu ça, vu de côté, là ici, on a un minimum. On a un minimum à cet endroit-là. J'essaie de tourner un peu. Apparemment, il y en a un autre de l'autre côté, mais ils ont l'air symétriques. Mais en tout cas, ici, on a un minimum local parce que, et c'est vrai pour toutes les valeurs de x et de y, elles sont toutes au-dessus de cette valeur-là. Qui se calculait, hein, normalement, c'était moins 2. On avait trouvé tout à l'heure que ça faisait moins 2. On voit qu'on est effectivement dans les négatifs, il y a le 0 qui est là, ça descend en dessous. Donc ce point-là, il est posé sur moins 2. Donc on est content. On peut dire que la fonction f, elle admet bien un minimum pour ce point 1 moins 1. La question d'après, avant de montrer qu'on a un minimum pour moins 1, on va montrer qu'il y a une symétrie dans notre fonction et que quand on échange le rôle de x et de y, on obtient le même résultat. Alors ça, c'est assez facile à montrer par le calcul. Je calcule f de yx, je remplace tous les y par des x et réciproquement. Donc j'ai y4, x4 moins y moins x au carré. Donc la fonction, c'était x4 plus y4, c'est pareil. Et pour f de xy, on avait x moins y. Alors ça change le signe, mais comme je le remets au carré, ce changement de signe n'a aucune importance. Donc on trouve exactement f de xy. Alors ça signifie quoi ça? Si je fais un petit dessin, le point alors, x, y, c'est ce point-là, et le point y, x, c'est celui-ci. Vous voyez les deux points noirs ici, qui sont dans mon plan qui représente mon domaine de définition. Si je regarde en élévation ce que ça va donner, ils ont la même valeur de f, c'est-à-dire qu'en hauteur, là je peux pas vous le faire parce que c'est un peu plat, si je soulève ma souris, si je remonte, la hauteur qui correspond à ce point noir, c'est la même que celui-ci. C'est-à-dire, si je prends la bisectrice, alors la bisectrice dans le plan, si je la remets en 3 dimensions, c'est un plan. C'est un plan vertical d'équation y égale x. Ça veut dire que notre surface, la surface qu'on obtient, elle est symétrique par rapport à ce plan rouge ici. Si je reprends la représentation graphique, alors le plan rouge, le plan y égale x, je vais essayer de vous montrer là. Vu de dessus, c'est le plan qui passe par cette diagonale-là. En coupe, hein, ça fait ça. Donc, vu de dessus, c'est une droite, mais en fait, c'est pas une droite, c'est tout un plan, parce que les aides, ils peuvent prendre la hauteur qu'ils veulent. Donc ça, c'est le plan y égale x, et on voit qu'on a une surface qui est symétrique par rapport à ce plan-là, et on voit bien qu'il y a quelque chose de symétrique hein, dans notre représentation, c'est-à-dire les deux points rouges ici sont face à face. Si je tourne encore, non là j'ai trop tourné, reviens, voilà, on a une symétrie par ce plan vertical qui est le plan d'équation y égale x. Donc, si on coupe hein, ici, si vous reliez le point rouge d'ici, le point rouge de là, et vous tracez et vous découpez suivant cette ligne-là, vous avez une belle symétrie de votre courbe. Voilà. Donc, je la remets un petit peu vue de dessus comme ça, ce qui correspond donc à mon dessin. Quand je m'intéresse, moi, au point 1 moins 1 qu'on a repéré tout à l'heure, il était là, 1 en x moins 1 en y, c'est ce gros point bleu ici. Si je regarde le point symétrique, c'est-à-dire le point 1 moins 1, ce gros point bleu là, ils ont la même image. Alors ce point ici, c'était le point de hauteur moins 2, on l'avait repéré tout à l'heure. Voilà, c'est celui-ci qui descend jusqu'à moins 2. Forcément, celui-là en face va descendre jusqu'à moins 2. Et celui-ci, il est minimal pour toute la zone, en fait, pour tout l'espace. Et celui-là va être minimal de la même façon, pour des raisons de symétrie. Non seulement ils ont la même valeur, mais comme la courbe est symétrique, si lui c'est un minimum, lui c'est un minimum aussi. Il n'y a plus qu'à l'écrire.
par symétrie, il y a un minimum en moins à 1. Je ne donne pas plus d'explications que ça, c'est très très lourd à écrire, mais en fait, l'essentiel, c'est d'avoir une bonne représentation en 3D de ce que ça signifie. Donc, une symétrie par rapport à un plan, et 2 points ici qui sont symétriques aussi. Bon, ben voilà, on a fini les 3 exercices. Ça a été assez rapide par rapport à ce que je souhaitais faire. Et le 4e, en fait, je l'ai pas préparé. J'ai pas préparé de diaporama pour le 4e exercice. Mais si ça vous intéresse, donc vous pouvez le faire. Donc là, il n'y a pas de courbe en fait à faire. Voilà la fonction. Vous pouvez avoir une représentation de cette fonction. On vous demande les dérivées partielles. On vous demande de trouver un point critique. Donc ici, il n'y en a qu'un. Un point où les 2 dérivées partielles s'annulent. Et puis ensuite, le même principe, vous faites la différence entre n'importe quel point de l'espace et votre point critique. Les 2 images, vous développez, vous factorisez, ça donne ça. Et après, on vous dit, il faut choisir judicieusement les valeurs de H et de K pour montrer que ça peut être ni un minimum ni un maximum. Donc, vous calculez déjà, il faut savoir quand est-ce que ça, c'est positif ou négatif, en fait. Vous montrez que parfois, ça peut être positif et d'autres fois, ça peut être négatif. Donc, en choisissant, je vous dis judicieusement. Si vous prenez K égale 0, par exemple, il vous reste que le H carré, donc c'est positif. Puis après, vous essayez de trouver des valeurs pour obtenir quelque chose ici de négatif. Et en même temps, assez proche de 0. Donc voilà pour ces exercices. On va voir si éventuellement vous avez des questions. Pas trop de questions. Vous êtes très très sage, ce matin. Bien, bah écoutez, on continue à travailler là-dessus. Vous avez la suite du cours. Sur la suite du cours, donc que je vous ai envoyé, il y a des petits exemples. Vous essayez de les faire. Et un truc un peu difficile, c'est tout ce qui est autour du gradient. Donc si ça vous paraît compliqué, prenez pas trop la tête avec ça. Je vous l'explique demain. En revanche, il y a des dérivées partielles à calculer. Allez-y, profitez-en, éclatez-vous, calculez les dérivées partielles et vérifiez que vous obtenez bien les bons résultats. Ça vous entraîne sur les calculs. Il n'y a pas de difficulté majeure là-dessus. Donc ça, ce sera la fin du cours demain. Et vous continuez à travailler donc le devoir à la maison, qui est difficile. Surtout, vous me posez bien des questions, vous m'envoyez des photos si vous voulez montrer ce que vous avez fait. Et puis, donc ça, donc à terminer pour la fin de semaine. Et mercredi, on verra une application de ces fonctions de 2 variables, une application qui est importante par rapport à notre programme. C'est ce qui concerne la droite de régression. Donc, on va travailler avec à la frontière des maths, de la physique, puisqu'en physique, vous avez aussi travaillé sur la droite de régression. On va essayer de travailler avec un tableur. Donc, je vous mettrai ça en partage d'écran. Et puis, aussi faire des calculs. Il y aura des gros calculs avec les fonctions de 2 variables. Donc, je vous envoie tout ça. Le document, il est prêt. Je vais vous l'envoyer aussi dans la journée. Comme ça, si vous voulez commencer à regarder, il n'y aura pas de problème. Donc, ça, c'est pour mardi demain, la suite du cours, suite et fin. Et mercredi, l'application à la droite de régression. C'est une technique que vous devez bien connaître. C'est tombé l'an dernier au concours. C'était pas exactement la même chose, mais pas loin. L'année d'avant aussi. Enfin bref, c'est bien apprécié ça dans le concours. Donc on travaillera tout ça mercredi. Voilà. Bah écoutez, portez-vous bien. Pour aujourd'hui, c'est terminé. Et demain, il y avait autre chose pour demain, c'est que je peux pas vous faire le cours à 11h. Ça, c'est le déconfinement, c'est terrible. On a trop de choses à faire. On sort tout le temps. Et j'emmène ma mère chez l'ophtalmo. C'est vraiment un impératif. Hein. Donc, je vous propose qu'on fasse le cours de 14h à 15h. Si vous voulez bien, ça ne vous pose pas de problème. Donc, demain après-midi, rendez-vous à 14h pour finir le cours. Et puis, alors, prévoyez aussi des questions. Hein, si vous avez des questions spéciales sur le devoir d'avant, je peux répondre. Et puis sinon, moi, je vais voir, je vais m'y mettre. J'ai pas commencé, hein, honnêtement. Je m'y mets cet après-midi.
Et j'essaye de corriger, d'avancer vos copies et comme ça, je pourrai voir les points qui vous ont posé problème. Voilà, voilà. Au revoir, à